les terres ne s'abordent pas de la même façon. Et le transsibérien seul nous paraissait digne de nous amener à Novosibirsk, sur les traces de Blaise Cendrars. Le 2 mai 1966, l'équipe de Visa pour l'avenir s'installait dans un train très moderne, très rapide et très banal. Déception. Le plastique avait remplacé le velours. Les salons et le samovar n'étaient plus qu'un souvenir. Dès ce moment-là, nous avons su qu'il valait mieux abandonner d'un seul coup toutes les idées reçues de part et d'autre sur l'URSS, l'aventure, les terres vierges et l'altitude des montagnes de l'Oural. C'était peu de temps après le dégel. Et les terres inondées, les bouleaux et la steppe ont fait écran pendant 2 jours et demi entre la Sibérie actuelle, vivante et peuplée, et nous. Il n'y avait plus de glace, mais nous parlions du froid, qui absorbe 30% de l'énergie de ce pays et de ses conséquences. Les fondations des maisons qui fondent la glace dans lesquelles elles sont construites. L'asphalte qui éclate sur les routes. Le ciment des murs qui n'a jamais le temps de sécher. Nous parlions de ce projet qui avait été publié, et sa réalité nous a été confirmée depuis, de trouver une matière assez fine pour laisser passer les ultraviolets, assez solide pour supporter le poids de la neige, qui servirait à faire une cloche pour couvrir villes et jardins, et sous laquelle il n'y aurait plus de saison en Sibérie. Pour bien comprendre la raison d'être de cette cité des savants qui était le but de notre voyage, il faut connaître l'histoire de ces 12 500 000 km² de terre. Et c'est Pierre Rondière, journaliste, qui a consacré un livre à ce pays, qui nous l'a raconté un jour dans le Transsibérien. Le kéfir, c'est une espèce de yaourt un peu plus liquide et très agréable. Vous allez voir. Et on commence le repas avec ça? On peut commencer le repas avec ça, en particulier le matin. Nous sommes en Sibérie depuis combien de temps? Depuis une dizaine d'heures. Et nous arrivons? Et nous arriverons à Novosibirsk dans une dizaine d'heures à peu près aussi. C'est-à-dire que nous aurons fait depuis l'Oural, qui est la transition entre l'Europe et l'Asie, à peu près 20 heures de train pour aller jusqu'à Novosibirsk. Maintenant, on pourrait continuer encore pendant 5 jours pour finalement atteindre Vladivostok et l'autre extrémité de la Sibérie qui, vous le savez, fait 22 fois la France. C'est un monstre. Et il y a beaucoup de monde? Beaucoup de monde dans le Transsibérien? Non, en Sibérie. En Sibérie, il y a environ, les chiffres ne sont pas officiels, n'ont pas été communiqués, mais enfin on peut compter environ 30, 35, 40 millions de personnes sur ce territoire qui fait 22 fois la France. Vous voyez donc que le début de l'exploitation de la Sibérie, de sa mise en valeur, c'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. C'est la 4e fois que vous venez? C'est la 4e fois que je viens en Sibérie et la 4e année parce qu'à chaque fois j'ai essayé de venir et je suis parvenu à venir en hiver par moins 40 et en été par plus 40 parce que la Sibérie, vous savez, oscille toujours entre moins 40 et plus 40, quelquefois dans les régions nordiques, dans les régions glaciaires, jusqu'à moins 70, moins 71. Vous savez que c'est en Sibérie qu'est le pôle du froid, l'endroit où il fait moins 71 degrés et où évidemment il est assez difficile de vivre. Ce n'est pas le cas dans les terres du sud où moins 40 est une température finalement supportable parce que ce n'est pas humide, parce qu'il n'y a pas de vent. La Sibérie, c'est le Far West des Russes. La Sibérie, c'est le Far West des Russes. C'est une longue épopée qui dure depuis plusieurs siècles. Le premier voyage que l'on connaisse en Sibérie, dont on a trouvé la trace, date du XIe siècle. C'est à partir de Novgorod que des aventuriers de l'époque, des hommes de fer, sont partis en Sibérie pour chercher l'or mou, qui équivalait à l'or dur, si l'on peut dire. Ils sont partis pour chercher l'or mou, l'or des fourrures, qui équivalait à l'or que l'on trouvait, que l'on cherchait dans d'autres régions. Et puis ça a été cette longue marche, en particulier par les Cosaques, qui partaient à l'aventure, chercher en Sibérie cet or mou qui leur permettait, en quelques mois, de faire la fortune de toute une vie. C'est la première période de la Sibérie, laquelle a été suivie par la deuxième période, qui est la période de la déportation. C'était alors le plus grand terrain vague du monde, suivant l'expression d'un général tsariste dont les épaulettes d'ailleurs étaient garnies de cet or sibérien. La troisième période commence en 1861 quand l'esclavage est aboli en Russie. Et c'est une ruée de millions
d'individus qui se jettent sur la Sibérie à l'époque parce que ce sont des terres libres, des terres vides, des terres où l'on sera loin des pouvoirs constitués, des pouvoirs organisés, où on va pouvoir vivre au grand air de la liberté. Et ce mouvement fait qu'entre 1861 et 1914, fait peu connu ailleurs, 5 à 6 millions d'individus viennent s'implanter d'eux-mêmes en Sibérie. C'est là que commence vraiment, je pense, l'histoire contemporaine de la Sibérie. C'est le moment le plus valable, c'est le moment valable où commence véritablement son histoire d'aujourd'hui. L'apport de la Sibérie dans l'économie de l'URSS est capital. La troisième époque débute en 1930, où le premier plan quinquennal installe en Sibérie les débuts de l'industrialisation. C'est la liaison entre l'Oural, où il y a le fer, Magnitogorsk, la montagne de fer, et le Kouzbas, où il y a le charbon. Et pour vous donner une idée des richesses sibériennes, ne serait-ce qu'en ce qui concerne le charbon, les veines de charbon du Kouzbas font 30, 40, 60, 80, jusqu'à 110 mètres d'épaisseur en un seul morceau et à rappel. Ce qui permet de les exploiter à l'excavateur. Simplement, on installe un excavateur, on installe un bulldozer, et puis à partir de là, bien, on charge le charbon et tout ça va. C'est vous donner une idée des possibilités de cette région qui fait 22 fois la France et qui trouve un peu partout sur son sol des richesses aussi grandioses, aussi fabuleuses. Se combine là, d'ailleurs, cette industrialisation qui se fait aux deux extrémités à cette époque, c'est-à-dire dans l'Oural d'une part et en Sibérie, dans le Kouzbas de l'autre, fait qu'on installe aux deux extrémités de ce va-et-vient qui emporte le charbon, qui ramène le fer, des combinats gigantesques. Celui du Kouzbas fait, je l'ai vu, je l'ai visité, 14 km de long sur 2 km d'épaisseur. Ceci, à partir de 1930, la première pierre étant posée alors, et donne en 1941-1945 la plus gigantesque usine d'armement de l'Union soviétique, ce qui permet de produire des tanks, des balles, des obus, ce qui a été essentiel, on le dit ici, tout le monde le sait pertinemment, ce qui a été essentiel pour la défense du pays à cette époque, de la même façon d'ailleurs que ces Sibériens volontaires qui sont partis de 1861 à 1914, l'on dit très couramment que ce sont les meilleurs parmi les Russes, les plus entreprenants, ceux qui ont l'esprit le plus ouvert, et je vous rappelle au passage que ce sont eux qui, devant Moscou en 1941 et en 1943 à Stalingrad, ont été à la défense et à la contre-attaque. Ce continent stérile et glacé se transforme soudain en terre-mer, et la Russie attend d'elle l'abondance. Il y a 2 ans, on y trouve du pétrole. Dans ce pays démesuré, l'expansion industrielle fut telle que les savants manquèrent. En 1956, le 20e congrès lançait un plan de développement technique et scientifique de la Sibérie, comprenant l'implantation d'une vingtaine de centres scientifiques entre l'Oural et Vladivostok. Mais une grande mission était confiée à Mikhail Lavrentiev, vice-président de l'Académie des sciences. Créer un centre scientifique de conception nouvelle, permettant la formation de chercheurs la plus perfectionnée dans le moins de temps possible. C'était un nouveau pari que l'URSS allait tenir. Directement financé par le Conseil des ministres, donc autonome, l'Acadème Gorodok reçut 200 millions de roubles et carte blanche. À 30 km de Novosibirsk, capitale industrielle de la Sibérie, les bulldozers attaquèrent un coin de taïga et une ville qui a maintenant 35 000 habitants naquit, près de la mer artificielle de l'Ob. Ici, il n'y avait rien. C'est une phrase que nous avons entendue constamment en URSS et dite avec quel orgueil. Le système classique sépare l'enseignement et la recherche. Ici, l'expérience fut faite et concluante de réunir les deux et de mettre beaucoup plus tôt l'étudiant en contact avec le laboratoire dans lequel il travaillera. Les études durent 5 ans et les 2 dernières années, le temps est surtout consacré au travail de recherche. Tous les professeurs sont des savants. La conséquence, c'est que l'intimité est grande entre élèves et maîtres et qu'une part importante est faite au séminaire qui permettent de petits groupes d'études. Chaque étudiant est suivi, connu. Nous avions fait la connaissance de Tamara Alexievna Soukonkin en classe de chimie. Elle
Elle est en 4e année et travaille depuis un an au laboratoire de chimie minérale. C'est elle qui nous a montré les foyers d'étudiants, les amphithéâtres qui ne sont pas démesurés, toujours pour permettre un enseignement personnalisé. Elle a à sa disposition des cinémas, un théâtre, un club, un restaurant. Akademgorod offre aussi quelques grands magasins, un hôtel très confortable, une vaste bibliothèque. Rien ne manque. Peut-être quelquefois Tamara regrette-t-elle la chaleur d'une rue ancienne, et les espaces verts et les vastes allées ne remplacent pas peut-être le désordre vivant de sa ville natale près du lac Baïkal. Mais en tout cas, elle n'en parle jamais et se soucie beaucoup plus de ce que nous pensons de la cité, de la vie en URSS, que de ce qui se passe ailleurs. Ce jour-là, après le déjeuner, pris avec elle à la cantine de l'université, nous sommes allés assister à son examen de français. Sur le plan politique, la France est république. Le pouvoir appartient au président de Gaulle. Au présent, la France soutient la politique de paix et la politique amicale avec les États socialistes. Cette année, le président de la France, général de Gaulle, visitera Luz avec la visite des Métis. En France, il y a parti communiste. À présent, le Parti communiste de la France joue le grand rôle de plus en plus dans la vie, le rôle de plus en plus grand dans la vie du peuple. L'ordre central, attendez un peu, le Parti communiste français est grand. Oui, le Parti communiste de la France grand. Les étudiants ont de petites chambres, bien comprises, ou partagent la même à 2 ou 3. En aucun cas, l'argent ne joue un rôle dans cette répartition. Cela dépend des disponibilités à un moment donné. Les études sont entièrement gratuites et 75% des étudiants ont des bourses attribuées par des commissions d'étudiants présidées par le doyen. Le prix d'une chambre dans un foyer est de 2 roubles par mois, 10 francs environ. Tout le monde donc a sa chance, que les parents soient ouvriers, paysans ou hauts fonctionnaires. Tamara, dans un an, ira dans la grande industrie de chimie minérale de la région d'où elle vient. Elle aurait pu choisir de continuer le travail de recherche, mais cette orientation se fait très tôt. À la fin de la 3e année, il y a distribution des places libres dans les laboratoires et c'est déterminant pour l'avenir de l'étudiant. Nous sommes allés voir comment se passait cette répartition de places chez les chimistes. Elle se fait avec le doyen de la faculté des sciences, M. Voïvodsky. Ce qui vient de se passer, c'est un acte à la fin de la 3e année, quand les étudiants sont distribués entre des différents instituts où ils doivent travailler dès le commencement de la 4e année. Ils savent déjà ce qui se fait dans les différents instituts, quelle partie de la chimie est travaillée dans ces instituts et dans les différents laboratoires. Ils ont parlé beaucoup avec les chefs de laboratoire et à présent ils font leurs décisions pour être sûrs qu'ils auront la possibilité de travailler l'année suivante dans le laboratoire qu'ils ont choisi. Nous n'avons vu ni chahut ni rentrée de classe agitée. Ces jeunes savent que la sélection est précise
et que cette université pilote est faite pour un petit nombre de gens. Le recteur, comme son établissement, est jeune. Il n'a pas 40 ans, il est physicien. Il administre sans effort apparent 3000 étudiants. Il faut dire qu'il a affaire à une jeunesse exceptionnellement sérieuse, consciente de la chance qui lui est offerte d'être au sens propre l'élite. Et celle-ci est l'université pionnier de la Sibérie. Et les nouvelles universités réclament aussi des professeurs, il faut les préparer. Alors c'est aussi un problème. C'est ça. Est-ce que cette université va grandir? Nous ne pensons pas qu'elle doit grandir trop grande, être trop grande, parce que nous pensons que toujours l'idée principale sera que le nombre des étudiants sera fixé par le nombre de chercheurs étudiants qui peuvent passer à travers les instituts. Et ça limite. Mais nous sommes à peu près près de la limite déjà. Mais peut-être y aura-t-il ailleurs en Sibérie d'autres universités semblables? Oui, évidemment, oui. Est-ce qu'il y a déjà des projets? Il y a des projets de centres scientifiques à Irkoutsk, centres scientifiques à Vladivostok et dans d'autres places dans les années 5, 10 années suivantes. Alors évidemment, vous aurez à trouver, vous pourriez trouver d'autres places pour votre film quand vous venez dans 10 ans. Qui seront faites sur le modèle de cette université? Oui, peut-être. Au bord du lac artificiel qu'on appelle ici la mer et qui était encore au mois de mai partiellement pris par les glaces, nous avons rencontré le professeur Alexis Liapounov. Il est professeur de mathématiques, mais il enseigne aussi l'astronomie et la géophysique. Expert en minéralogie, il est très au courant des problèmes les plus actuels de biologie ou de physique nucléaire. Une encyclopédie vivante en quelque sorte. Et comme il parle le français avec une rare précision, nous lui avons demandé de nous servir de guide, ce qu'il a tout de suite accepté avec une gentillesse spontanée et amicale qui nous a beaucoup touchés. Ce matin-là, le professeur Liapounov a été rejoint par un autre mathématicien, le professeur Kaloujnine, qui enseigne l'algèbre à Kiev en Ukraine. Nous leur avons demandé de nous raconter comment on sélectionne en Sibérie, par une méthode originale, les écoliers spécialement doués en mathématiques. C'est ce qu'on appelle ici les Olympiades sibériennes. L'Olympiade que nous organisons maintenant se passe en 3 tours. Le premier tour, c'est un tour qui se fait au moyen des problèmes que l'on publie dans les journaux. Et les écoliers qui veulent prendre part à cette Olympiade envoient leurs solutions par poste à l'académie. Puis les meilleures solutions sont choisies et les auteurs sont invités dans les centres des régions. Il y en a 26 en Sibérie, Extrême-Orient et puis l'Asie centrale. Et alors, dans tous ces 26 villes, on fait le second tour de l'Olympiade. C'est-à-dire qu'on propose aux écoliers des problèmes encore plus difficiles. Et puis les vainqueurs de ces seconds tours sont invités dans les cités scientifiques ici pour faire une école d'été pendant 20 jours environ. Au mois d'août, je crois. Oui, au mois d'août, vous avez raison. Alors, ce troisième tour se passe d'une telle façon. C'est une école d'été. Alors, les écoliers ont 4 heures d'études 5 fois par semaine et ils sont libres tout le reste. Voilà. Voilà, c'est ici qu'ils passent leurs heures libres. Ils se baignent dans la mer, ils font des jeux sportifs. En général, ils s'amusent comme ils veulent, ils sont libres. Est-ce qu'à Kiev, monsieur, il y a beaucoup d'écoliers qui participent à ces Olympiades? Oui, non, c'est un peu plus limité qu'ici en Sibérie. Les Olympiades et l'école d'été à Kiev, ça se passe d'une manière plus limitée. C'est surtout pour les habitants de l'Ukraine et de la Moldavie. Mais en général, la direction est la même. Le principe est le même, c'est un peu plus limité. Et justement parce qu'il y a aussi un grand manque de cadres nouveaux, surtout pour les nouvelles branches de la science. Alors c'est pour cela qu'on forme la jeunesse de toutes les manières possibles. C'est ça. Les candidats aux Olympiades ont quel âge à peu près? À peu près 14-15 ans.
14-15 ans, parce que ce sont les 3 dernières classes de l'école moyenne. C'est ça. Et ensuite, lorsqu'ils ont donc passé le dernier stade... 16 ans. C'est ça. 16 ans. Lorsqu'ils ont passé le dernier stade, qu'ils sont donc reçus, que font-ils ensuite? Oui. Alors, ceux qui sont les vainqueurs du 3e tour sont adoptés à l'école physico-mathématique que vous avez vue hier. C'est ça. Oui, et alors, ils font des études, ceux qui sont entrés en 10e font les études une année, ceux qui ont été pris en 9e font leurs études 2 années, et ceux de la 8e font leurs études 3 années à l'école physico-mathématique. Il y en a combien? Et puis après, actuellement, nous avons 500 élèves environ. C'est ça. Sur au départ, combien de candidats? Plusieurs dizaines de milliers, je crois. Oui, plus de 10 000. Plus de 10 000 en tous les cas. Nous avons passé une journée avec les élèves de l'école spéciale de physique et de mathématiques à Akademgorod. Ils ne sont pas de petits génies, mais tout simplement des adolescents intelligents et travailleurs. Par petits groupes, ils reçoivent ici un enseignement révolutionnaire qui leur permet d'assimiler dès l'âge de 15 ans ce qu'on apprend généralement à l'université, comme les théories d'Einstein, la physique des quanta ou la biologie moléculaire. De telles écoles expérimentales, il en existe ailleurs dans le monde, mais aucune ne repose sur une sélection aussi systématique et aussi démocratique. La plupart de ces enfants viennent de petits villages sibériens. Pour certains, leurs parents savent à peine lire. Et parce qu'ils se familiarisent pendant leur séjour à l'école avec les méthodes et les acquisitions les plus modernes de la physique et des mathématiques, ces écoliers entreront ensuite à l'université avec un bagage exceptionnel. Les étudiants sortis des premières promotions de l'école spéciale sont déjà les plus brillants de leur génération. Beaucoup seront bientôt ces chercheurs de pointe à l'imagination pleine de ressources neuves dont la formation est l'un des objectifs essentiels des responsables soviétiques de l'éducation. Nul ne peut entrer ici s'il n'est mathématicien. Cette phrase pourrait être inscrite au fronton de l'université d'Akademgorod, où l'examen d'entrée ne porte que sur les mathématiques et la physique mathématique. Même pour les étudiants qui se destinent à la chimie ou à la biologie. Cette sélection originale, unique en RSS et sans doute dans le monde, peut donner d'excellents résultats. Elle montre en tout cas clairement l'importance exceptionnelle donnée ici à la mathématique, reine et servante de toutes les sciences, comme dit le professeur Sobolev, qui dirige à Akademgorod l'Institut de mathématiques. Nous sommes allés le voir pour lui poser une question. Pourquoi a-t-on donné aussi systématiquement la primauté aux mathématiques à Akademgorod? Pourquoi ça? Ça dépend de causes tout à fait historiques. Toutes les découvertes dans toutes les autres sciences, dans la physique par exemple, dans les mathématiques appliquées, étaient toujours précédées par les découvertes purement mathématiques. Comme ça, l'histoire de toute l'énergie atomique, l'histoire des rayons radio, l'histoire de la développement contemporain de biologie est toujours précédée par quelques grandes découvertes de mathématiques. Nous comprenons cela, et en tout cas, mathématiques, comme on peut dire, peut-être que c'est une phrase assez banale, joue un rôle d'une reine et d'une servante de toutes les autres sciences. La reine parce qu'elle dirige de quelque part le développement des autres sciences, et la servante car elles servent dans les travaux les plus ennuyeux, comme le calcul par exemple, aussi à toutes les autres sciences. En tout cas, on rencontre ici beaucoup de mathématiciens. Oui. Est-ce que c'est les paysages que nous voyons ou le climat de Sibérie qui est propice aux réflexions mathématiques? Je ne pense pas, je ne crois pas que le climat ici diffère trop du climat des environs de Moscou, de Leningrad par exemple. Mais ici, vous avez toujours une telle atmosphère calme, un silence
et toutes les conditions pour être dans son bureau, pour réfléchir. Sibérie, c'est donc le bonheur. Ils ont trouvé ici ce qu'ils veulent partout, du silence, le minimum de problèmes contingents, le contact permanent avec les idées des autres, toutes les disciplines scientifiques à leur portée et une certaine liberté d'action. Toutes choses qui leur sont plus précieuses qu'une augmentation de salaire. Cette nouvelle classe d'hommes vit respectée et admirée et semble s'être parfaitement adaptée à son nouveau pays, au climat rude, à l'anonymat d'une ville artificielle. Merveilleuse personnalité que celle d'Alexei Alexeyevitch Lyapunov, qui infatigablement nous facilitait la tâche, nous ouvrait sa maison, nous parlait, selon l'expression russe, d'âme à âme. C'est par lui que nous avons pris conscience de l'étonnante simplicité de rapport entre les gens qui est de mise dans ce pays. Il nous prouvait aussi que l'esprit de finesse est bien nécessaire à l'explication du théorème de Baire. И, значит, остаток я буду называть H со значками N и M. И N маленькое и N большое. H со значками N маленькое и N большое. Вот. Теперь вот как я строю функцию. Я буду строить функцию и со значком m от x. И со значком m. И со значком n большое. Зачем? И со значком n большое. И со значком n большое от x. Во-первых, значит, я беру множество, сумма hn от n равного единице до n большое только. И даже не hn, а h со значком n большое и n маленькое. Вот, h с двумя значками. То есть, иначе говоря, я взял первые номера. Que venez-vous d'expliquer à vos étudiants, M. Lyapunov? Nous venons d'avoir achevé le théorème célèbre de Baire. Il s'agit d'une condition nécessaire et suffisante pour qu'une fonction soit limite d'une suite convergente de fonctions continues. La leçon dernière, nous avons commencé la démonstration et aujourd'hui nous l'avons achevée. La mathématique est à l'honneur ici. Est-ce que les professeurs de mathématiques ont un traitement de faveur? Vous savez, je dois avouer que la situation des mathématiciens ici est très favorable. On a des conditions excellentes de vie et de travail, et puis les relations de tous des représentants de toutes les autres sciences envers les mathématiciens sont toujours très favorables. Comment partagez-vous votre temps entre l'université et la recherche? Mais vous savez, c'est différentes périodes. J'ai toujours mon cours fondamental, c'est le cours d'analyse de mathématiques pour les mathématiciens. C'est un cours qui se fait pendant 2 ans. Alors j'ai 4 heures par semaine. Voilà, ce sont les leçons d'analyse. Tout le reste dépend de moi au fond. Alors j'ai des séminaires, mais il y a des semaines que nous nous rassemblons 3 ou 4 fois. Il y a des semaines où nous n'avons pas du tout de séminaire. Et puis, quelque temps, je réserve toujours pour des conversations aux étudiants, aux jeunes chercheurs. Et puis, j'ai toujours beaucoup de temps pour mes recherches. Alors, ce n'est pas fixé exactement, ça dépend très souvent de moi. Et vous avez combien de vacances?
nous avons 2 mois de vacances, mais dans tous les cas, nous ne les employons jamais tout entier, parce qu'en été, nous avons ou bien l'école d'été, ou bien des conférences quelconques, et parfois c'est plus intéressant d'utiliser ce temps d'une autre façon. Si vous vouliez écrire un livre, vous pouvez vous libérer? Sans doute que j'aurais pu me libérer, et plusieurs de mes collègues l'ont fait avec grand succès. On peut se libérer pour une période, pour quelques mois, pour achever une monographie, mais ça dépend de nous, par exemple, de moi. Je n'ai pas eu l'occasion d'écrire des monographies les dernières années. Comment vient-on à Akademgorod? Est-ce qu'on est choisi? Est-ce qu'on est volontaire? Oui, on est sans doute volontaire. En général, on reçoit une invitation de la direction du centre scientifique. Dans mon cas, vous savez, j'ai été assistant de M. Lavrentiev quand il était professeur de l'université de Moscou et quand il a fait son cours d'analyse mathématique en 37, 36. J'étais son assistant et alors il me connaissait de près. Il m'a fait cette invitation de grand honneur que j'ai acceptée avec joie. Est-ce que c'est une promotion? Au fond, oui, sans doute. Sans doute. Par exemple, on a des conditions beaucoup plus favorables. Donc, dans mon cas, moi, j'ai été élu correspondant de l'Académie dans 2 ans après être venu à Novosibirsk. Et puis, toujours, on a plus de possibilités d'attirer la jeunesse, de former une nouvelle section à l'Institut ou bien une nouvelle chaire à l'université. Sans doute que ça fait une promotion. Alexeyevitch vit d'une façon simple et familiale dans une datcha construite à l'extérieur de la ville. Il sort peu, mais adore réunir des amis chez lui. L'été, il explore cette Sibérie qui devient tout à coup accessible. Il y a combien d'années, M. Lyapunov, que vous êtes en Sibérie? Je suis en Sibérie dès le commencement de 62. Je n'avais pas la possibilité de venir plus tôt parce que je devais attendre que mes amis qui s'occupaient de la cybernétique à Moscou non soient sur pied, qu'ils puissent développer l'œuvre eux-mêmes. Et c'est à cause de cela que c'était très important qu'ils soutiennent leur thèse de docteur. Et c'est alors que j'ai eu la possibilité de venir ici. Est-ce que ça a changé votre vie? Oh oui, sans doute. J'ai reçu beaucoup plus de possibilités en ce qui concerne mon travail, premièrement. Parce que on perd beaucoup moins de temps pour faire le voyage de la maison jusqu'à l'endroit où on travaille. Puis j'ai eu la possibilité de combiner l'œuvre à l'université, à l'école physico-mathématique et à l'Institut de mathématiques où j'ai un département de cybernétique. Et puis, j'ai beaucoup plus de possibilités du point de vue organisationnel et c'est beaucoup plus intéressant de travailler ici qu'à Moscou parce que vous savez, à Moscou, il y a beaucoup de chercheurs qui occupent à peu près la même place que moi. Et alors, tandis qu'ici, j'ai reçu beaucoup plus de possibilités en recherche. Les hommes de science sont à l'honneur en URSS. Oui, c'est ça. Parce que vous savez, la science est très importante pour nous. Nous devons avouer qu'avant la Révolution, la science était très peu développée en Russie et notre immense territoire était très peu étudié et alors les moyens de la nature étaient mal exploités. Et alors, c'est seulement après la Révolution qu'on s'efforce d'étudier la nature et de l'exploiter de la façon la plus progressive. Et c'est à cause de cela qu'on a besoin de mener beaucoup de recherches dans différents domaines. Et puis, on s'efforce de se rapprocher des endroits où l'on a besoin de la science. Alors, la Sibérie est jusqu'à présent trop peu étudiée et c'est extrêmement important, vous savez, de savoir comment est-ce qu'on peut exploiter la nature de la Sibérie, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'ils ont également une influence morale dans le pays? Je crois que oui, surtout sur la jeunesse. Sur la jeunesse, parce que vous savez, nous sommes obligés de reconstruire le système d'éducation
alors toutes les écoles moyennes, les écoles supérieures, et puis de même, vous savez, les points de vue, il faut influencer les points de vue généraux de la jeunesse, vous savez, la manière de prendre les choses, de la manière de trouver sa place dans la vie, et puis la manière de construire ses rapports avec les autres gens. Et c'est l'œuvre collective en science, et ce sont les points de vue que développe la science qui sont très importants de ce point de vue, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que vous comptez continuer votre carrière ici? J'espère oui. J'espère que pour le reste de ma vie, je vais passer en Sibérie et je veux faire mon possible pour introduire les jeunes gens dans l'œuvre scientifique et de faire des recherches en cybernétique. Et dans le domaine de la cybernétique se rattache à la biologie, ce qui m'intéresse surtout. Nous avons ce soir-là, chez lui, porté beaucoup de torts à nos deux pays, bien sûr, et à la langue française. Nous avons beaucoup entendu parler de mathématiques et des problèmes de sémantique qui lui sont liés. Le soir, devant un feu de bois, tous ces mathématiciens ont chanté des chansons de forçats sibériens. Les 20 instituts de recherche construits depuis 8 ans à Akademgorod autour de l'université sont uniques en leur genre. Contrairement à ce qui existe souvent en Europe occidentale, on y poursuit parallèlement des recherches théoriques de très haut niveau, sans but pratique, en même temps qu'on y résout des problèmes techniques immédiatement applicables à l'industrie. Le plus important de ces instituts est celui de physique nucléaire. 1300 personnes y travaillent sous la direction du professeur Butker. On y achève le réglage d'un accélérateur de particules d'un modèle original. 3 autres appareils au monde seulement fonctionnent sur ce principe du double flux contraire. Nous sommes ici dans la salle de commande de l'accélérateur de l'Institut et je crois que cet accélérateur est d'un type un peu particulier. Est-ce que vous pourriez nous donner la description du fonctionnement? Voilà, oui. Voilà, le principe est exposé sur ce schéma. Alors ici, vous avez un générateur d'électrons. C'est un faisceau d'électrons qui se produit ici et qui entre dans l'accélérateur préliminaire. Puis après, ici, il se décompose en 2 parties. L'une vient de ce côté et l'autre dans l'accélérateur principal. Et ici, c'est le second faisceau qui vient ici. Il se transforme sur cette plaque de Wolfram en positron. Ici, vous aviez des électrons. Ici, on a des protons, soi-disant des électrons de charge positive. Des positrons. Oui, des positrons, oui. Et puis, les positrons font le chemin inverse. Alors, on obtient 2 jets opposés d'électrons et de positrons qui se rencontrent ici. Et alors, on peut observer des procédés très, très intéressants de la production de nouvelles particules. Cet accélérateur va servir à percer de nouveaux secrets de la matière en étudiant les particules qui existent dans le noyau de chaque atome. Petit, économique, son système de 2 faisceaux circulant en sens inverse lui permettra d'atteindre des énergies de 2000 milliards d'électronvolts au moment où les 2 faisceaux entreront en collision. Une énergie qui n'était obtenue classiquement que dans des accélérateurs 100 fois plus grands et 1000 fois plus coûteux. Les physiciens d'Akademgorod attaquent aussi les difficiles problèmes que pose l'utilisation industrielle de l'énergie thermonucléaire. Mais en même temps, ils ont mis au point ces petits accélérateurs de poche, utilisés déjà dans l'indomédecine, pour remplacer les bonnes sources de radiation. Moins chers, ces accélérateurs servent à irradier les tumeurs, à vulcaniser le caoutchouc, à à donner aux matières plastiques des propriétés nouvelles.
L'Institut de génétique, le second parmi les quelques instituts que nous avons choisi de visiter, est aussi un lieu privilégié à Kādem-Gorod. C'est d'ici que sont parties les attaques qui ont mis fin à ce qu'on a appelé l'affaire Lysenko, qui a fait perdre 20 ans à la biologie soviétique. Lysenko refusait d'admettre les théories classiques de la génétique et soutenait, contre toutes les preuves expérimentales, que les caractères acquis par un être pouvaient se transmettre à sa descendance. Aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre. On travaille ici à sélectionner ces visons argentés très prisés par les acheteurs étrangers que le directeur de l'Institut, le professeur Belaïev, présente fièrement à Monique Tosello. Et en même temps, les biologistes poursuivent ici des recherches fondamentales sur les mutations et sur les acides nucléiques dont certaines sont très originales. En irradiant des microbes par des rayons ultraviolets pour y créer des mutations, puis en examinant comment ces mutations s'inscrivent dans le patrimoine héréditaire des bactéries, les biologistes soviétiques cherchent à préciser l'endroit exact où sont commandées ces transformations des êtres, au niveau des acides nucléiques, des gènes et des chromosomes. Ils espèrent pouvoir bientôt repérer assez précisément, grâce au microscope électronique, cette action de divers facteurs provoquant des mutations pour pouvoir mieux agir sur la nature et produire peut-être à volonté de nouvelles espèces de plantes ou d'animaux. Pour se délasser de leurs recherches théoriques, beaucoup de savants à Kādem-Gorod n'hésitent pas à s'attaquer à des problèmes pratiques de façon souvent originale. Ceux de l'Institut d'hydrodynamique, par exemple, utilisent des phénomènes complexes sur les ondes de choc pour mettre au point cette méthode de soudure. L'explosion d'un mélange détonant placé entre deux plaques métalliques soude ces plaques, comme nous en avons filmé la démonstration. La méthode est très efficace, bien qu'un peu dangereuse, car si l'on force sur l'explosif, les plaques sont bien soudées, mais risquent de s'envoler au loin sous l'effet du souffle. Malgré cet inconvénient, le procédé est déjà utilisé industriellement. Il permet de réunir autant de plaques que l'on veut sur des surfaces de plusieurs mètres carrés. C'est au même institut d'hydrodynamique qu'anime le professeur Lavrentiev, le promoteur de la cité scientifique, que nous avons filmé ce curieux canon à eau. Il projette un jet sous pression capable de pulvériser un mur de briques. Sa version plus puissante lance un jet d'eau sous une pression de 30 000 atmosphères, qui perce les roches les plus dures et même des pièces métalliques, comme celle que va nous présenter son inventeur, l'ingénieur Wojciechowski. Non loin de là, à l'Institut de catalyse, nous sommes revenus vers des problèmes plus fondamentaux.
Monsieur Lyapunov, lorsque nous sommes arrivés à l'Institut de Catalyse, vous nous avez amenés tout de suite dans cette pièce où se trouve une machine électronique. Pourquoi? Oh oui, c'est ça, parce que ces calculatrices analogues servent à imiter les procédés chimiques qui sont étudiés ici à l'Institut de Catalyse chimique. Les procédés chimiques peuvent être très souvent décrits au moyen des équations différentielles. Et alors cette calculatrice d'analogie elle produit des circuits qui sont décrits au moyen des mêmes équations. Et alors, en obtenant les solutions de ces équations, on peut, voilà, sur cette courbe qui s'obtient d'une façon automatique, on peut obtenir le courant du procédé chimique. C'est-à-dire qu'on simule la réaction chimique à l'aide de courants électriques et finalement de courbes. Oui, c'est ça. Et pour l'industrie, on s'intéresse toujours d'obtenir des procédés favorables pour le parcours des procédés chimiques, pour que ce soit moins coûteux et pour que les substances obtenues soient suffisamment pures. Est-ce qu'il y a déjà des applications? Ah oui, par exemple, l'industrie chimique produit beaucoup de formol. C'est une substance qui est indispensable pour obtenir des polymères pour faire des plastiques. Et alors le formol est obtenu à l'aide de l'oxydation de l'alcool méthylique. C'est un procédé qui est poursuivi à l'aide de catalysateurs. Alors c'est ici, à l'Institut de Catalyse, qu'on a trouvé de nouveaux catalysateurs qui peuvent catalyser cette réaction. Et cette réaction est très efficace parce qu'elle permet d'obtenir du formol très pur. Voilà. Le centre de calcul d'Akademgorod ne sert pas qu'à déterminer mathématiquement comment faire au meilleur rendement des réactions chimiques. 350 chercheurs y travaillent sur de nombreuses autres applications des mathématiques aux problèmes du monde moderne. Ils ont acquis une réputation de tout premier rang dans ce domaine. Le professeur Lyapunov dirige à l'Institut de mathématiques le département de cybernétique. Cette science qui cherche à dégager les lois générales des systèmes de régulation qui commandent aussi bien l'existence des êtres vivants que le fonctionnement des sociétés ou des machines. Nous lui avons demandé de nous expliquer comment il travaille à mettre en formules et en équations utilisables par les machines à calculer des phénomènes aussi compliqués que la vie ou l'évolution de l'homme. Oui, vous savez, je me suis efforcé de m'occuper de deux groupes de problèmes, voilà, qui se rattachent à la cybernétique. Le premier, ce sont les principes de la programmation. Très souvent, quand on a l'idée générale de la construction d'un procédé de régulation, alors on est obligé, par exemple, de le contrôler. Et pour le contrôler, on utilise les calculatrices. Alors on doit effectuer un procédé isomorphe, c'est-à-dire tout à fait semblable, de structure semblable, qui est effectué à l'aide de la calculatrice. Alors il faut construire un programme qui corresponde à l'algorithme en question. Et puis on doit faire des expériences avec ce programme dans la calculatrice. Alors il s'agit parfois de systèmes de règles qui sont très compliqués. Alors pour simplifier la programmation, on a besoin d'avoir des langages logiques, qui simplifient voilà, le processus de la construction des programmes eux-mêmes. Alors il y a quelques années, une dizaine d'années, que je me suis intéressé de construire un tel langage. Actuellement, on a toute une série de langages beaucoup plus développés, le Algol, le Cobol, qui servent à programmer des problèmes de nature plus ou moins spéciale. Tandis que je m'intéressais toujours surtout des problèmes de nature compliquée au sens logique. Alors, le deuxième domaine qui m'intéresse, c'est le domaine des procédés biologiques qui ont affaire à la cybernétique. En particulier, c'est la régulation des processus vitaux.
Est-ce que vous pensez que dans quelque temps, peut-être dans très longtemps, on arrivera ainsi à construire des modèles ou à mettre en formule les mécanismes essentiels de la vie? Ah oui, sans doute, c'est le but principal de toutes ces recherches. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est d'obtenir une description assez exacte des processus de régulation dans la nature vivante, puis après de les décrire au moyen d'un langage mathématique bien préparé. Mais est-ce que les mathématiciens pourront un jour dire, par exemple, quelle sera, disons, l'évolution de l'homme, peut-être? Oh, c'est aussi un problème très important. Sans doute que c'est un problème qui exige peut-être des centaines d'années de recherche, c'est ça. Mais en tous les cas, c'est un problème qui existe, n'est-ce pas? C'est un problème qui est très intéressant. Nous sommes très loin d'être en état de le poser précisément. Mais est-ce qu'il y a une école nombreuse qui s'intéresse ici à ce problème? Oui, il y a des jeunes chercheurs, il y a des jeunes mathématiciens, des biologistes et même des ingénieurs physiciens qui travaillent ensemble, mais ce sont les premiers pas, ce sont les premières études que l'on fait dans cette direction. La dernière richesse de la Sibérie. Le musée géologique est témoin des pierres précieuses qu'elle renferme. Les diamants, l'or, le fer, le charbon, le pétrole, l'argent, le gaz, le platine, tout est là en quantité considérable. La Sibérie fournit maintenant 40% des ressources de l'URSS. Il n'y a qu'à puiser, à forer, à transformer. Et au centre de ce qui sera peut-être un jour à la tête de la production mondiale, il y a Akademgorod. Et le professeur Lavrentiev dit « au centre du monde ». Tous ces jeunes gens formés ici, qui dansent le sirtaki, seront bientôt les cadres de ce centre scientifique. Dans peu de temps, il ne sera plus nécessaire de faire venir les professeurs de Kiev ou de Moscou. Quelle forme donneront-ils à Akademgorod? L'esprit libéral et dynamique de ceux qui ont lancé cette cité dans l'aventure deviendra-t-il traditionnel ici? Nous avons eu la surprise un jour d'être invités par le club de français, dont les membres se réunissent pour avoir le plaisir de parler notre langue. C'était la première fois que des Français venaient à leur réunion. Est-ce que vous avez l'impression que la femme française est différente de vous? Je ne pense pas. La femme elle figure le maquillage, oui. Un peu. Mais les préoccupations sont les mêmes. Oui, les préoccupations, oui. Et puis nous travaillons beaucoup, je crois, en comparaison du temps français. Pour être un bon mathématicien, pour être un bon physicien, il faut avoir des idées et savoir remettre les choses en question. Ce pays qui sort à peine de sa légende de bagne et de glace aura peut-être besoin un jour de la culture et de son sourire. N'est-ce pas, Tamara ?